Il n'y a pas encore le direct, c'est normal. Je pense qu'on est en direct. On va pas tarder à commencer. Le temps de terminer les derniers réglages. Bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir pour ce webinaire. J'attends juste qu'on me donne le signal pour commencer. C'est bon. Donc, je remercie tous ceux qui nous écoutent et ceux qui vont nous prendre sur le fil de cet événement. Donc, je rappelle que c'est un webinaire sur la transformation des entreprises quand l'innovation devient une nécessité. C'est le thème de ce webinaire. Nous avons 3 intervenants qui vont nous éclairer, qui vont apporter leur expérience, leur vécu, qui vont nous parler un petit peu de ce qu'ils ont vécu au sein de leur entreprise, avec leur entreprise. Voilà, le temps de caler l'image. Nous avons avec nous Abla Ben Slimane, qui est directrice des affaires externes Maroc à Philippe Maurice. Nous avons Mohamed Ahzan, qui est directeur de la transformation SAP Afrique francophone. Et nous avons Smaïl Boukhriat, cofondateur de Shelly, que nous allons présenter. D'abord, merci à vous d'être ici. L'événement est organisé par le groupe Horizon Presse. Le groupe Horizon Presse, faut-il le rappeler, c'est Les Inspirations Éco, qui est un quotidien francophone, leséchos.ma sur le digital et le site info. Voilà. Et donc, nous avons aussi des partenaires médias qui ont bien voulu s'inviter à cet événement et qui vont poser des questions dans la deuxième demi-heure. La première demi-heure sera réservée aux questions. Donc, je vais vous poser quelques questions. Il y aura 10 minutes par intervenant. Les partenaires presse, c'est le 360, H24, Finance News, Challenge, le Brief et les Inspirations Éco. Donc, nous remercions beaucoup nos partenaires et confrères de suivre cet événement avec nous. La première personne donc, qui va intervenir et que je vais présenter, c'est Abla Ben Slimane. Abla Ben Slimane, elle a étudié à l'American School. On va très rapidement présenter un petit peu cette diplômée d'El Akhawain. Elle est spécialisée en relations internationales et en études féministes. En 2001, elle a lancé des activités pour aider les revenus des femmes au sud du Maroc. C'était avec Oxfam Québec. Et elle a été analyste politique pendant de nombreuses années pour l'ambassade américaine à Rabat. Donc voilà, c'est vraiment un CV assez rapide. Et je pense qu'on va commencer par la première question et présenter ensuite plus en détail les deux autres intervenants. Voilà. Donc, pour la première question, elle va être un peu assez générale et elle risque forcément d'être différente pour nos deux autres intervenants parce que Philippe Maurice Maroc, où vous exercez depuis 2012, sera forcément différente pour une entreprise qui fonctionne bien. Ce sera forcément différent des autres entreprises. Mais la question vraiment qui coule de source et sur laquelle on doit aborder ce débat et qui sera très certainement posée aux deux autres intervenants, c'est pourquoi une entreprise envisage la transformation d'un business model qui fonctionne. Et à quel moment de croissance intervient le plus souvent ce point d'inflexion stratégique. C'était la question qui était posée au départ, la question qui figure sur l'affiche de ce webinaire. Alors, je vous donne tout de suite la parole pour expliquer, pour essayer d'introduire un petit peu cette question. Alors, bonjour à tous. Je pense que je vais commencer par expliquer un petit peu ce que c'est Philippe Maurice pour ceux qui ne connaissent pas cette société. Bon, je pense que ceux qui la connaissent, ils savent très bien que c'est une compagnie qui est centenaire. Leader dans son secteur, c'est la tobacco manufacturing, c'est-à-dire dans le secteur du tabac, avec une de nos marques phares étant la cigarette la plus vendue au monde depuis plus de 50 ans. Alors, pourquoi la transformation chez Philippe Maurice? On est fiers du parcours qu'on a fait, mais on sait aussi que les risques liés au tabagisme et ce que ça peut faire pour la santé.
sachant très bien que l'OMS prévoit que d'ici 5 à 10 ans, il y aura toujours 1 milliard de fumeurs dans le monde. Alors la transformation qui a été entamée par Philip Morris, c'était une transformation qui était souhaitée et voulue par Philip Morris. Ce n'est pas un but en soi. Elle doit avoir un but ancré dans un besoin sociétal. Et notre but, c'était de remplacer toutes les cigarettes par de meilleures alternatives sur lesquelles on a passé beaucoup de temps et de recherche à développer. Et l'objectif, c'est d'améliorer la santé publique et répondre à la demande de la société. On sait très bien que la plupart des fumeurs adultes qui ne veulent pas arrêter de fumer sont en train de demander de meilleures alternatives. Et c'est ça l'objectif qui nous inspire à entamer cette transformation. C'est une vision à long terme. Et on est en train de tout mettre en œuvre pour la réussir. Et c'est une transformation dans sa globalité, que ce soit de la production à la distribution en fonction des soutiens essentiels. Et quand on parle de transformation chez Philip Morris, on parle de développement de capacités scientifiques, de la communication et digitale, comme jamais l'industrie n'en ait vu dans le passé. Et elle est beaucoup basée sur la science et la technologie qui aujourd'hui ont rendu possible de développer des produits de substitution qui sont scientifiquement prouvés avec beaucoup moins de substances toxiques nocives que la fumée de la cigarette. On peut rentrer en plus de détails par la suite, mais je pense que ça répond à la première question. Il y a eu il y a eu une vraie transformation en fait quand même au sein de Philip Morris. Il y a eu un changement de cap. Est-ce que vous pouvez juste développer un petit peu un peu plus ce changement de cap qui malgré tout est important pour Philip Morris? Absolument, ça. Alors, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait des décennies qu'on travaille dessus, mais il n'y avait pas la technologie disponible à l'époque de pouvoir développer ça. Alors, déjà dans les années 90, on avait développé un produit qui s'appelait le Heat Bar, qui était un flop commercial, tout simplement parce que le produit était très gros, encombrant, le consommateur ne l'a pas accepté. Même si le produit ne créait pas de la combustion, parce que déjà dans les années 70, les scientifiques ont très bien compris et ils ont dit la nicotine crée bien l'addiction, mais c'est la fumée qui tue, pour résumer un petit peu l'approche au niveau des problèmes liés au tabagisme. Si on peut éliminer la fumée, peut-être on peut réduire les maladies liées au tabagisme. Mais il n'y avait pas la technologie à l'époque qui existait. Et même dans les années 90, quand on a produit notre Heat Bar qui n'a pas fonctionné, le consommateur ne l'a pas adopté. On peut avoir le meilleur produit au monde, mais si le consommateur ne l'accepte pas, ça ne se vendra tout simplement pas. Mais avec le temps, avec l'approche, les batteries qui sont devenues plus petites, qui tiennent mieux la charge et tout ça, ça nous a permis, avec cette innovation technologique, mais aussi avec la possibilité de la science, de nous accompagner pour développer des produits, des solutions alternatives à la cigarette, qui nous ont permis de les lancer. On a commencé en 2014. On savait qu'on avait ce produit-là. On a commencé en 2014 et on s'est dit il faudra le lancer aussi vite que possible, en attendant plus de preuves scientifiques qui montraient que ce produit-là est effectivement moins nocif que la cigarette. Justement, quelle a été l'approche de communication par rapport à cette stratégie? Comment vous avez communiqué et quelles ont été les difficultés, les contraintes? Alors bon, je pense qu'au niveau de la communication, il faut trouver d'abord un terrain fertile pour pouvoir réussir. C'est beaucoup de collaboration. Je pense que la science et la communication de la science sont absolument essentielles. L'appel à un dialogue ouvert, parce qu'il ne faut pas négliger non plus que quand on vient dire qu'on a un produit qui est moins nocif que la cigarette, il faut pouvoir baquer ça par des preuves, par des preuves scientifiques. Et il y a des préoccupations liées à nos produits qui sont tout à fait légitimes et ça doit être traité par des preuves et des mesures d'adaptation pour éviter d'entraver le progrès, pour avancer pour un meilleur avenir, pour un avenir sans fumée. Ce qu'on fait, c'est tout simplement, on tient un dialogue ouvert et transparent. On invite d'autres personnes à examiner nos données scientifiques en mettant à l'évidence la demande de la société pour des solutions alternatives aux cigarettes.
Et on se base énormément sur la science. Elle doit éclairer les décisions. Les préoccupations sociétales sont mieux traitées par des preuves et des solutions pragmatiques. Maintenant, ce n'est pas chose facile. Ce qu'on est en train de traverser, il y a beaucoup de préjugés, des fois des préférences personnelles des personnes qui veulent absolument nier la possibilité qu'il y a disons, une troisième voie aux solutions liées au tabagisme. Il y a beaucoup d'informations inexactes qui sont en train de circuler et qui prennent des fois le dessus en ralentissant l'élaboration des politiques. C'est pas quelque chose qu'on peut réussir seul. On a besoin de tout l'écosystème pour pouvoir réussir cette transformation. C'est pas facile, mais on avance et on pense que les choses avancent de plus en plus. Les scientifiques regardent ça de plus en plus près et ils sont ouverts à cette troisième voie, à cette solution complémentaire aux solutions existantes déjà aujourd'hui. Justement, est-ce que vous pensez que l'environnement, et notamment le Maroc, est quelque chose d'assez sain pour pouvoir permettre cette innovation de l'entreprise, justement? Est-ce que l'environnement est assez sain? Vous avez parlé de rumeurs, d'environnement un peu délicat. Je pense que c'est aussi, vous parlez aussi d'environnement mondial, mais est-ce qu'au Maroc, c'est assez sain pour pouvoir permettre cette transformation, cette innovation? Alors que ce soit au Maroc ou ailleurs, je pense que ce n'est pas plus différent. Alors on a des scientifiques qui sont brillants ici, la politique publique aussi qui ne cherche que le bien de sa population et qui sont prudents comme partout ailleurs d'ailleurs. Ça demande beaucoup de patience, de persévérance. Mais en général, toute transformation, je pense, doit s'accompagner d'une base solide. Alors, pour nous, notre innovation elle est soutenue par des preuves scientifiques et je pense que la réalisation de cette vision, elle peut se réaliser avec énormément de dialogue et d'échanges. Très bien, très bien. On va revenir de toute façon sur toutes ces questions. Merci, Abla Ben Slimane. Je rappelle que vous êtes directrice des affaires externes Maroc pour Philippe Morris. On va présenter notre deuxième intervenant. Évidemment, les internautes et toutes les personnes qui suivent en direct ce webinaire pourront réagir et poser leurs questions pendant la deuxième demi-heure. Donc, je vais donner la parole à Mohamed Ahzem, que je vais présenter lui aussi très rapidement. Il a 12 ans d'expérience dans les grands cabinets de conseil pour accompagner des clients à mettre en place des projets de transformation d'entreprise entre la France et le Maroc. Il est depuis 4 ans et demi responsable de la transformation chez SAP Afrique. Son rôle, hein, c'est voilà comment il m'expliquait un petit peu rapidement ce qu'il a fait dans un message qu'il m'a envoyé où il m'a expliqué un petit peu son rôle chez SAP Afrique, c'est d'aider nos clients prospects en Afrique francophone à établir une feuille de route vers l'innovation, d'apporter le conseil stratégique et les solutions SAP concrètes. Donc il va nous expliquer un petit peu ça dans le détail. Je rappelle qu'il est directeur de la transformation SAP Afrique francophone. Lui aussi va intervenir pendant une dizaine de minutes sur 3 questions très simples pour présenter un petit peu ce thème sur la transformation des entreprises et on donnera la parole ensuite à Ismaël Boudriad. Donc, Mohamed Ahzem, pourquoi une entreprise envisage la transformation d'un business model? C'est la même question que nous avons posée auparavant, mais c'est une véritable... Voilà, c'est un point clé, c'est un départ pour le débat et forcément votre expérience va être différente de notre premier intervenant. Pourquoi? Donc je repose la question, pourquoi une entreprise envisage la transformation d'un business model qui fonctionne? Merci beaucoup, c'est Hicham. Merci d'abord pour l'invitation. Merci au groupe Horizon Presse d'avoir organisé ce beau panel et autour de cette thématique qui nous intéresse tous. Merci aux internautes et aux personnes qui nous suivent en ligne. Et j'espère que tout le monde se porte bien en ce temps de pandémie, en ces temps difficiles. Donc, effectivement, oui, la question, elle est pertinente. Il y a plusieurs... donc, avant de traiter la question, peut-être juste pour introduire SAP d'une façon très, très rapide, vraiment rapidement. Donc, on est un éditeur de logiciels pour accompagner les entreprises de toutes les tailles dans leur chemin vers la transformation numérique. D'ailleurs, par la même occasion, Philippe Morris, c'est un de nos clients et on en est fiers. On en a 440
1000 clients un peu partout dans le monde. Donc, revenons maintenant à notre question par rapport à la transformation d'un business model qui fonctionne déjà. Pourquoi quand même envisager l'innovation? Tout simplement parce que, premièrement, le temps il change et le contexte il change. Si je prends un exemple simple, j'ai ce stylo-là. Donc, avant, dans le passé, quand je voulais acheter un stylo, tout ce qui m'intéressait, c'est la fonctionnalité, c'est l'encre et le prix. Et donc, forcément, par rapport au producteur, ce qui va l'intéresser, c'est tout simplement le produire à un coût qui est très bas. Mais le contexte, il change. Aujourd'hui, je vais chercher peut-être un stylo qui a été produit avec le minimum d'empreinte CO2 possible. Un stylo qui sera personnalisé par rapport à mes préférences, par rapport à mes couleurs, par rapport à mon style, ainsi de suite. Peut-être un stylo qui est digital, qui va se connecter avec la clé USB pour récupérer mes notes, ainsi de suite. Donc, forcément, il y a des choses qui changent, qui vont perturber n'importe quel business model, même si on croit qu'il fonctionne et qu'il est stable. Autre expérience, par exemple, personnelle. Je suis conducteur de voiture, comme la plupart de vous. Et donc, je fais un lavage de voiture, par exemple, une fois par semaine. Et je vais toujours au même endroit, dans le même garage de lavage. Et je me mets à côté et j'attends une petite demi-heure. Et je suis un client fidèle. Mais du jour au lendemain, quand je découvre qu'il y a un lavage qui arrive à domicile pour me servir sans que je fasse le moindre effort, forcément, l'expérience elle est plus convenable pour moi. Donc, ma fidélité par rapport à mon fournisseur, elle change du jour au lendemain. Aujourd'hui, on est dans un environnement dans lequel la fidélité et la loyauté des clients n'a jamais été aussi éphémère. Pour donner des exemples un petit peu plus professionnels, donc j'ai parlé de voitures, restons toujours dans l'automotive. Par exemple, aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, maintenant, ils font du remplissage d'essence à domicile. Et on parle, par exemple, des opérateurs d'hydrocarbures, des réseaux de stations-service. Ils ont un business model qui fonctionne. Ils ont leur service de R&D. Mais ce service, il n'a même pas vu la concurrence venir. Jusqu'à ce qu'un petit acteur dans le marché, surtout qui fait quelque chose de digital ou quelque chose avec une meilleure expérience client, une expérience plus convenable, il peut facilement gratter 5 et 10% du part de marché. Et ça y est, on se sent facilement dépassé par les événements. Donc, la stabilité, c'est vraiment éphémère. Maintenant, même quand on parle de stabilité, un business model, quand on dit qu'il est stable, il est stable parce qu'il a atteint un certain niveau de maturité. On a optimisé à fond les coûts et les revenus. On ne peut plus réduire les coûts, on ne peut plus vendre plus. Mais quand on rentre dans le détail, on a optimisé les coûts parce que les capacités humaines étaient arrêtées, étaient bloquées. On ne peut pas aller plus loin, comme a été expliqué par Mme Nesliman, par exemple, par rapport à la technologie. Mais si on pousse la technologie, avec les capacités maintenant d'intelligence artificielle, de machine learning, de predictive analytics, ainsi de suite, on peut aller au-delà de cette optimisation. Et donc, exemple simple, la maintenance prédictive. Donc, c'est un exemple parlant parce que sur la base de capteurs, sur la base de machine learning, etc., sur la base d'historique, on peut réduire encore plus les coûts liés à la maintenance pour générer plus de marge. Pareil pour les revenus. On est limité, par exemple, si je prends le problème que rencontrent les transporteurs aériens, on est limité en termes de revenus parce qu'il y a la concurrence, parce qu'il y a les taxes, parce que les prix sont très, très compétitifs, et parce qu'on pense aux mêmes produits. Mais si on pense à des nouvelles sources de revenus à travers de nouvelles sources de revenus, forcément, on peut améliorer les revenus. On peut proposer des services de divertissement en ligne, à bord. On peut proposer des repas spéciaux. On peut proposer des partenariats avec d'autres acteurs de l'écosystème pour garantir une expérience globale, agences de location de voitures, de bout en bout, ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire qu'un business model stable, en fait, quelque part, ça n'existe pas et ça peut être perturbé par n'importe quel acteur qui va rentrer dans la scène d'un moment à l'autre. Donc, il faut être toujours à l'afflux de l'innovation et de la digitalisation. Justement, vu qu'on est en plein dedans, est-ce que la transformation a été, à votre niveau, dictée par la crise, par la crise du Covid-19? Qu'est-ce que ça a changé, cette crise? Est-ce que ça a bouleversé? Est-ce que ça a vraiment accéléré? Et à quel point ça a accéléré un petit peu cette transformation? Oui, ce qui est intéressant, c'est une question très pertinente. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, depuis qu'on est rentré en phase de Covid, et surtout pendant le confinement, forcément, l'innovation et la transformation digitale est devenue la priorité dans l'agenda de tous les chefs d'entreprise. Forcément parce que par la force des choses, on est obligé de faire du télétravail, on est obligé de faire ce webinaire aujourd'hui, par exemple, à distance, on n'a pas la possibilité de le faire ensemble. Donc, faire du télétravail, faire du shopping en ligne, ainsi de suite, forcément, ça nous oblige quelque part à accélérer la transformation numérique. Donc, à premier abord, on croit que c'est un lien direct cause à effet. Mais si on revient un petit peu plus en arrière et on analyse dans le détail, on voit que ces tendances
en fait, qui nous imposent d'aller vers l'innovation sont toujours là, ont déjà été là depuis longtemps et ils vont continuer à être là même si on revient à la normale. Les tendances, si on parlait des changements de comportement du client, parce que j'ai parlé du shopping en ligne par exemple, ça a toujours été le cas. La nouvelle génération, elle est plus informée, elle est plus digitale, elle veut avoir l'information en ligne. Donc, un magasin ou un retailer, ou un commerce n'importe lequel qui ne propose pas de e-commerce, il va voir son chiffre d'affaires baisser petit à petit. C'est juste que ça va prendre du temps. Maintenant, par contre, par rapport à la crise, ça a accéléré parce que un magasin qui n'a pas de site e-commerce, il peut carrément fermer boutique du jour au lendemain. Et pareil pour d'autres éléments, la collaboration avec les fournisseurs, avec les autres acteurs dans mon écosystème, la banque, les fournisseurs pour les bons de commande, pour les factures, ainsi de suite. Il y avait ce besoin de digitalisation qui était toujours là. Il y avait par exemple pour Philippe Maurice le besoin de digitaliser l'échange avec les fournisseurs de matières premières pour avoir la visibilité sur le stock, pour avoir la visibilité sur leur capacité de production, afin qu'ils leur donnent l'information pour fiabiliser leur chaîne de production, pour gagner, pour assurer les SLA des clients. Ça a toujours été le cas. Mais aujourd'hui, peut-être que ça change avec le Covid parce que au lieu qu'un fournisseur me dise il va avoir un retard de 10 jours, il va me dire je n'ai aucune visibilité parce que je suis en Chine et je ne sais pas quand est-ce que les frontières seront ouvertes. Donc, juste pour dire que la crise, elle a accéléré, mais le besoin était toujours là et sera toujours là, peu importe en crise sanitaire ou pas. Donc, il faut toujours l'avoir en top de l'agenda. Est-ce qu'on peut résumer en fait les points clés de la transformation quand on prend globalement tout ce que vous avez dit? Est-ce qu'il y a, si on pouvait retenir quelque chose, est-ce qu'il y aurait des points clés par rapport à cette transformation, des points clés qu'il faut absolument prendre en compte pour une entreprise? Alors, pour une entreprise, aujourd'hui, il y a pas mal d'éléments qu'il faut prendre en considération pour pouvoir aller dans le chemin de la transformation numérique. Je vais essayer de faire vraiment très, très vite. L'aspect humain, très, très important, parce que c'est le meilleur atout de l'entreprise pour réussir une digitalisation. Il faut réussir déjà l'investissement sur le capital humain pour qu'il puisse être porteur de cette stratégie de l'entreprise, cette stratégie de digitalisation. Le deuxième, il y a ce principe qu'on appelle la vitesse, l'architecture IT à deux vitesses, le bimodal IT. En fait, quand on est dans une entreprise, d'un point de vue purement technologique, il y a deux aspects. Soit j'adresse les fonctions basiques, les achats, la finance, voire même métier, la production, etc., etc. Soit j'attaque des sujets innovateurs qui n'ont jamais été développés auparavant. Par rapport au premier sujet, il ne faut pas réinventer la roue. On ne peut pas développer un système qui va gérer la finance, les achats, etc. Ça existe déjà sur le marché et ça existe avec les bonnes pratiques sectorielles et c'est ce que fournissent la plupart des éditeurs de logiciels, ainsi de suite. Et ça permet de pérenniser les investissements et avoir un système stable pour le cœur métier de l'entreprise et pour les fonctions de support. Mais la deuxième vitesse, c'est la digitalisation. Il faut avoir une plateforme qui permet de prototyper rapidement. J'ai un nouveau business model, pour que ça marche, je veux le tester, je veux le prototyper, je vais le mettre sur le marché très, très rapidement, sans attendre des mois et des mois et des années, parce que si j'attends, forcément, je serai dépassé par la concurrence. Et là, encore une fois, la plateforme, elle peut beaucoup aider par rapport à des capacités de technologie innovantes qui sont d'ores et déjà embarquées pour pouvoir accélérer le prototypage et accélérer le go-to-market. Et la troisième composante, c'est la réalité économique. Une société, elle ne va pas fonctionner toute seule. Elle a besoin de fournisseurs, elle a besoin de clients, elle a besoin de banques, ainsi de suite. Donc, il faut pousser la digitalisation au-delà des frontières de l'entreprise. Je ne digitalise pas justement en intérieur, mais je pousse. Je collabore d'une façon digitale avec mes fournisseurs, d'une façon digitale avec mes clients, avec ma banque pour les échanges de relevés bancaires, ainsi de suite. Donc, pour résumer, trois éléments. Humain, l'architecture IT à deux vitesses et troisièmement, la réalité économique avec l'intégration de tout l'écosystème de l'entreprise. D'accord, merci si Ahzam Mohamed. Je rappelle que vous êtes directeur de la transformation SAP Afrique francophone. Je rappelle aussi aux gens qui viennent de se connecter que c'est un webinaire organisé par Horizon Presse, les Inspirations Éco, les échos.ma, le site info, en partenariat avec Philippe Maurice Maroc et que nous avons trois intervenants qui parlent de la transformation des entreprises de façon générale avec leur expérience, leur vécu. Nous n'avons pas encore donné la parole à Smaël Belkhiat, le jeune entrepreneur qui ne cesse d'innover. Hein. Il a un CV impressionnant. Il a fondé le portail immobilier Sarouti. Il a cofondé votechauffeur.ma. Je vais très vite hein, dans son CV qui est assez impressionnant pour
pour son âge. L'année dernière, il a créé Shari.ma et ça, c'est une application de e-commerce B2B au Maroc qui révolutionne un petit peu les petits commerces. Il va nous en parler, il va nous parler de son expérience. Smaïl Belkhiat, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour commencer par rapport à votre expérience de transformation d'entreprise? Parce que je pense qu'avec Shari.ma, vous êtes en plein dedans. Oui, tout à fait. Alors déjà, merci de m'avoir invité et c'est un plaisir d'être ici pour partager avec vous mon expérience. Alors moi, très vite, j'ai d'abord commencé en tant que consultant au Boston Consulting Group, notamment dans la transformation digitale des entreprises. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en réalité, il y avait des opportunités pour digitaliser des segments de l'économie au Maroc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé finalement entrepreneur en réalisant qu'il y avait un certain nombre de sous-jacents qu'on pouvait digitaliser. Tu parlais tout à l'heure, Hicham, de Salouti.ma, qui en effet est un portail immobilier et qui n'est rien d'autre que la digitalisation de la recherche immobilière au Maroc. En rencontrant de nombreux intermédiaires immobiliers qu'on appelle communément au Maroc les samsars, et vous le savez mieux que moi, il y en a, j'ai envie de dire, des dizaines de milliers, si ce n'est des centaines de milliers. Je me suis vite rendu compte que c'était des gens qui, jusque-là, travaillaient de manière assez traditionnelle et qu'ils utilisaient des outils qui étaient des outils d'un certain âge. Et j'ai compris qu'il était donc venu le moment de mettre à leur disposition les outils digitaux qui allaient leur permettre notamment de communiquer l'ensemble de leurs biens auprès des personnes susceptibles d'être intéressées par leurs biens. Alors, de manière plus générale, pour répondre à ta question, Hicham, en effet, aucune entreprise aujourd'hui ne peut dire qu'elle est dans une situation totalement stable. C'est-à-dire que le monde évolue tellement vite, les business models évoluent tellement vite, et notamment avec la digitalisation, que plus personne n'est à l'abri d'un tremblement de terre qui viendrait toucher entre guillemets, son industrie et du jour au lendemain, voir quelque chose qui jusque-là était totalement pérenne dans le temps, être en difficulté. Et l'exemple du Covid a été un excellent exemple puisqu'il a montré que dans de nombreuses industries qui se pensaient être à l'abri, en réalité, tout pouvait arriver. Surtout qu'il y a ce que moi j'appellerais une sorte de temps de latence. C'est-à-dire qu'entre le moment où on réalise que les choses ont changé et le moment où il faut faire un changement, il y a un temps qui passe, qui est incompressif et qui fait qu'il devient trop tard de pouvoir bouger. Et le meilleur exemple, et en tout cas celui qui est le plus parlant, c'est celui de Kodak, qui était donc le leader de la photo argentique, qui a vu venir, parce qu'ils le disent aujourd'hui, les business cases montrent qu'ils ont réalisé assez rapidement que le digital allait bouleverser leur économie. Mais entre le moment où ils l'ont vu venir et le moment où ils ont pris des actions pour pouvoir prendre ce virage, eh ben, il était trop tard et un certain nombre d'acteurs avaient pris trop d'avance et avaient mis des barrières à l'entrée, comme l'exemple qui a été cité tout à l'heure de la distribution de l'hydrocarbure. Voilà. Donc, donc aujourd'hui, on est en plein dedans. Et d'ailleurs, un des indicateurs qui montre à quel point la digitalisation d'une entreprise est dans l'air du temps est tout simplement la manière dont sont valorisées les entreprises par notamment les fonds d'investissement qui souhaitent prendre des participations dans ces entreprises. On le voit lorsque l'entreprise est digitalisée, entre guillemets, et ben, tout de suite, ces valorisations sont bien plus importantes que celles des entreprises qui sont, entre guillemets, moins digitalisées. Alors, moi, lorsque je m'en suis rendu compte il y a maintenant quelques années, j'ai décidé de réfléchir à comment industrialiser, encore une fois, différents métiers. J'ai commencé par le métier de l'intermédiation immobilière à travers Salouti.ma, mais j'ai aussi digitalisé d'autres métiers. À titre d'exemple, le métier du transport touristique au Maroc est un métier traditionnel qui existe depuis plusieurs décennies et qui a comme principe de pouvoir transporter du monde. À la différence des taxis classiques. Maël Belkhiat, ça petite Oui. connexion, non? Oui, moi je vous entends très bien. Allô?
Pareil de mon côté, Petit Riyad. problème de connexion. Alors, moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que oui, Oui, ça très doit bien. être lié à ta connexion. C'est possible. Alors, je m'en excuse. Non, on t'entend bien, Smaïl. Non, non, on t'entend bien de notre côté. Il n'y a que Hicham qui t'entend un Ah, peu mal. d'accord. Donc, Donc, je pense que la ça doit être connexion est bonne. lié à ma connexion, Ça hein. doit être lié à la connexion de Hicham. Tu peux poursuivre. Très bien, mais c'est pas normal, Hicham, pour un débat sur la digitalisation. Il faut faire en sorte que la connexion fonctionne. Euh, Bah, écoute, on est au studio, hein. J'aurais dû rester à la maison, hein. c'est les aléas du direct. Et donc, je disais, donc, typiquement sur le métier du transport touristique, à la différence des taxis classiques qui peuvent se faire arrêter dans la rue, un transporteur touristique, lui, doit être commandé à l'avance. Et par commandé à l'avance, ça veut dire euh, un appel téléphonique, ou du moins à l'époque, on envoyait des fax, les agences de voyage envoyaient des fax aux transporteurs touristiques, et c'était ce papier qui était le fax qui justifiait la prise d'un certain nombre de passagers dans le véhicule. Et lorsqu'on se faisait arrêter, entre guillemets, par un policier, il fallait montrer le fax pour prouver que la personne dans le véhicule avait bien fait une réservation à l'avance et non pas halté le véhicule pour qu'il s'arrête. Lorsque je me suis rendu compte justement que dans ces métiers, on utilisait encore le fax, j'ai compris qu'il y avait une opportunité à pouvoir mettre à disposition des utilisateurs de transport touristique, notamment une application mobile qui leur permettrait de commander en quelques clics le taxi en question, enfin, le transporteur ou le véhicule avec chauffeur en question, afin qu'ils viennent leur rendre visite. Et ça a participé, entre guillemets, à la révolution de ce métier, puisque aujourd'hui, on s'en rend plutôt compte, l'ensemble des transporteurs touristiques commencent à utiliser les nouveaux outils de digitalisation et notamment de prise de commande. Donc voilà, ça c'est un deuxième exemple. Et enfin, je vais conclure avec le dernier, qui est celui de Sherry.ma et qui finalement est la digitalisation d'un secteur qui est là encore extrêmement traditionnel, comme son nom l'indique, puisque c'est le commerce de proximité qu'on appelle commerce traditionnel, par opposition au commerce moderne des grandes et moyennes surfaces. Là encore, et je pense que nos amis de Philippe Maurice le savent pertinemment, puisque eux aussi utilisent ce qu'on appelle la distribution conventionnelle, à savoir des camions qui sillonnent les rues pour aller rendre visite à l'ensemble des points de vente et donc leur vendre les produits en question. Là encore, on se rend compte qu'il y a énormément de pain points dans ce processus. Et là encore, la digitalisation a pour rôle d'apporter de la transparence à un processus. Et donc, on s'est dit, pourquoi, maintenant que les épiceries, qui sont finalement des gens qui sont tech-savvy, on s'en rend compte, ils ont tous un téléphone avec de la couverture 4G, avec des smartphones, pourquoi ne pas justement utiliser le fait qu'ils aient ces téléphones pour leur installer une application mobile qui leur permettra de pouvoir commander l'ensemble des produits dont ils ont besoin et de se les faire livrer dans un délai record, plutôt que d'attendre que le camion de Philippe Maurice vienne leur rendre visite, généralement une fois toutes les 15 jours. Donc là encore, c'est un exemple. C'est fait, hein, c'est fait. J'imagine, mais on va dire. Grâce au Covid, on a même fait plus vite que prévu. J'en suis sûr, mais toutes les FMCJ ou du moins les producteurs, distributeurs marocains n'ont pas la chance d'avoir les moyens que vous avez et de se digitaliser aussi rapidement. Et justement, mon rôle est de pouvoir les accompagner dans cette digitalisation. Et c'est aussi le rôle de Shelly.ma. Voilà. Très bien. Je vais poser une dernière question rapide avant d'ouvrir le débat. L'expérience Sherry et ce que tu fais par rapport à Sherry, quelles sont aujourd'hui les perspectives de Sherry compte tenu de voilà, une entreprise euh, qui est récente, qui fonctionne très bien, les perspectives sont très bonnes. Est-ce que 2021, quelles sont les perspectives, en sachant qu'on va un petit peu, on va y rester, mais on va un petit peu sortir du Covid par rapport à 2020. Quelles sont les perspectives et est-ce que vous allez continuer exactement dans dans la même manière de procéder dans cette transformation d'entreprise? Oui. Alors, bon, les perspectives sont très bonnes. Nous, on vient d'annoncer notamment aujourd'hui le fait que l'opérateur Orange avait rejoint notre tour de table, notamment à travers son bras financier qui est Orange Ventures, et donc qui accompagne notre financement pour notre expansion, notamment sur l'ensemble du territoire marocain, mais aussi sur certains pays voisins. Il est certain qu'on fait partie des
rares acteurs qui ont été aidés par le Covid. Et puisqu'on l'a vu, depuis l'arrivée du Covid, notre croissance mensuelle est de l'ordre de 20 à 25%. Pour une raison très simple, c'est que jusque-là, nos utilisateurs, que sont les petits épiceries du coin, qui sont finalement des indépendants, qui ne passent pas par une centrale d'achat, avaient trois manières de se réapprovisionner. Donc, soit ils attendaient la visite du camion, comme je le disais tout à l'heure, mais ce camion passe toutes les 15 jours et entre-temps, ils sont en out of stock. Soit deuxième méthode, c'est d'appeler un grossiste pour qu'il leur apporte la marchandise, sauf que le grossiste, on connaît ses défauts, notamment le fait qu'il ne répond pas toujours aux exigences de la qualité du produit et de la durée de la livraison. Et enfin, la troisième méthode qu'ils avaient, qui était la plus utilisée, consistait à fermer des fois boutique pour aller chez Ataqadda ou chez Darb Omar ou Al-Hri, et ainsi de suite. Et justement, en se déplaçant, il rencontrait un certain nombre de personnes, ce qui est dérangeant en cette situation de Covid. Et donc, on a compris qu'au final, le Covid, qui nous demande de faire une certaine distanciation sociale, permet à des applicatifs technologiques tels que Shari de pouvoir remplacer le rôle de la rencontre humaine. Donc, lorsque avant, ils se rendaient chez Ataqaddaou pour acheter ce dont ils avaient besoin, ils ont compris que maintenant, à travers une application mobile, il était possible de pouvoir commander en quelques clics ce dont ils avaient besoin. Alors, tu peux me dire, Hicham, oui, mais cette histoire ne va pas durer longtemps puisque le jour où le Covid va s'arrêter et que tout le monde sera vacciné et qu'on n'aura plus besoin de distanciation sociale, il serait fortement probable que ces gens-là reviennent à leurs habitudes d'antan qui consistaient à aller rencontrer d'autres personnes. Sauf que, il faut le réaliser, on se rend compte que lorsqu'on teste quelque chose de nouveau, quand bien même on est contraint à le tester et qu'on se rend compte que ce nouveau service est vraiment utile puisqu'il nous permet de ne pas nous déplacer, de payer au meilleur prix, de se faire livrer à domicile, et souvent on y prend goût et très vite on s'y habitue. Et on le disait tout à l'heure, la loyauté qui pouvait exister il y a encore quelques années envers des fournisseurs est en train de disparaître de plus en plus. Et aujourd'hui, il suffit d'un concurrent avec un service qui soit un peu meilleur que le vôtre pour qu'il y ait un switch de comportement. Et aujourd'hui, nous, on est extrêmement confiants. On sait que les clients ont switché vers notre utilisation. On a commencé il y a seulement 10 mois et en 10 mois, on a plus de 10 000 utilisateurs. Et on sait que ces 10 000 utilisateurs qui maintenant nous consomment de manière quotidienne sur l'application ne vont plus jamais nous quitter parce qu'ils ne reviendront plus à un modèle précédent, quand bien même ce serait la fin du Covid. Donc, les perspectives sont très bonnes. Merci Ismaël Boulkhiat. Donc, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je rappelle que c'est un webinaire sur la transformation des entreprises organisé par Horizon Presse, les inspirations éco, les échos, le site info. On a et bien sûr, c'est en partenariat avec Philippe Maurice Maroc. On a aussi des médias qui nous suivent, le 360, H24, Finance News, Challenge, le Brief et les inspirations éco. Vous pouvez commencer à poser vos questions dès maintenant aux intervenants, soit aux trois, soit un intervenant en particulier. On a une question pour commencer des inspirations éco. Ça concerne évidemment ce qui se passe au Maroc. Quand on parle du digital, la question est ouverte à tout le monde. Quand on parle du digital, on aborde rarement la problématique des moyens financiers et humains. Alors, le journaliste voudrait savoir quel est le budget moyen d'une PME marocaine pour la mise en place d'une stratégie digitale. Alors, si je peux me permettre de donner un premier élément de réponse. Bien sûr. Très bien. Alors, la réponse directe, on ne peut pas l'avoir à travers un échange comme celui-là parce que, bien évidemment, il faut rentrer dans le détail et chaque contexte est particulier. Mais quelques éléments de réponse juste pour rassurer les gens par rapport à cette problématique-là. Donc, effectivement, par exemple, nous, en tant qu'éditeur de logiciels, on rencontre souvent cette problématique dans le sens où les gens elles reconnaissent, par exemple, notre notoriété sur le marché, notre présence, notre savoir-faire, ainsi de suite. Par contre, elles disent, est-ce que c'est fait pour le Maroc? Est-ce que c'est fait pour les petites moyennes entreprises? Je vais parler de SAP en particulier, après je vais parler en général. Donc, nous, par exemple, en particulier, on accompagne toutes les entreprises de toutes les tailles et contrairement à ce que pensent les gens, plus de 80% de nos clients sont des PME, PMU.
20% sont des grandes entreprises. Donc, en fait, on sait s'adapter à tous les budgets, on sait s'adapter à toutes les problématiques, à tous les types de projets. Maintenant, d'une façon générale, pour ne pas rester que sur SAP, il y a des moyens d'optimisation. Il y en a plusieurs. Le premier moyen d'optimisation, c'est tout simplement la typologie d'investissement. Historiquement parlant, on parlait toujours d'un CAPEX, d'un capital, d'un investissement en amont qu'on doit payer, par exemple, pour acquérir un logiciel, pour le mettre en place. Mais en plus, on doit acquérir le software, donc la licence, on doit acquérir les machines, on doit mettre en place tout ça et ça met du temps et ça coûte beaucoup d'argent pour pouvoir atteindre un retour sur investissement au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, ainsi de suite. Alors que maintenant, aujourd'hui, on a des modèles de souscription qui permettent d'aller beaucoup plus vite et qui sont plus agiles et qui s'adaptent à tous les budgets. La souscription, j'imagine que le service qui est proposé par Sibel Khayat tout à l'heure, c'est un service à base de souscription. Mais même pour les éditeurs de logiciels, aujourd'hui, on s'oriente vers des solutions qui sont cloud, prêtes à l'emploi, ready to use, c'est du plug and play, et je paye à la souscription mois par mois, et ça me permet de réduire mon coût, et c'est plus un coût d'investissement, c'est un coût, je passe OPEX au lieu de CAPEX. Et ce qui est intéressant, c'est que je commence à avoir des retours sur investissement rapides sur la base de ce que j'ai investi, et ça me permet de budget, to fund, ça permet de compenser pour les investissements futurs. Donc, il y a des modèles d'investissement qui sont très, très fiables, qui s'adaptent à toutes les tailles d'entreprise. Donc, c'est difficile de donner des chiffres concernant un budget moyen quand même. Oui, oui, c'est difficile. Oui. Et Hichem, moi j'aimerais juste rebondir au-delà du budget moyen. Il faut juste que tout le monde réalise que la digitalisation d'une entreprise, ce n'est pas uniquement de mettre des solutions techniques et digitales dans un processus. C'est avant tout un mindset. Donc le plus gros de l'investissement, il n'est pas dans l'outil lui-même, mais il est surtout dans l'accompagnement des mentalités et du changement de la manière dont on voit les choses. Et là, pour le coup, cet investissement est non quantifiable et non financier. Et justement, ça nous fait rebondir. Abla Ben Slimane, vous n'avez pas encore répondu, mais ça nous fait rebondir sur une question de nos confrères du Brief qui nous demandent, est-ce que justement au niveau national, est-ce que les entreprises marocaines ont une mentalité qui est suffisamment avancée pour permettre cette innovation, cette transformation? Vous parlez de votre expérience, mais est-ce que la majorité des entreprises marocaines sont prêtes? C'est financier, mais c'est aussi dans la tête. Peut-être Abdel Slimane que vous voulez répondre. Oui, je vais rebondir sur ce que Smaïl a dit. Tout à fait. On est peut-être. On est une compagnie ici, Philippe Maurice Maroc. Il y a 98% des employés, c'est des Marocains. Et la digitalisation que l'entreprise, la direction que l'entreprise a pris dans ce sens-là, c'est des employés locaux marocains qui sont en train d'entreprendre. Mais il y a un accompagnement, par contre, qui est nécessaire pour changer cette approche au niveau de l'ADN, de l'ancienne manière de faire des choses. Et on travaille beaucoup avec de PME ou des très petites et moyennes entreprises localement ici au Maroc. Si je parle juste avec nos clients principaux qui sont des buralistes, aujourd'hui, on a une couverture de 50% d'une plateforme digitale d'interaction qui nous permet d'échanger avec eux. Et le système digital qui a été lancé pour la prise de commande couvre aujourd'hui un tiers de nos chiffres d'affaires. Et ça a été fait d'une manière assez rapide parce que le besoin y était avec le confinement et le problème de distanciation obligatoire pour des raisons sanitaires. C'est possible. Quand le besoin y est, c'est possible. Quand le besoin y est moins, peut-être il y a moins d'urgence à le mettre en place. Très bien. On a aussi des questions d'internautes et les internautes se posent parfois des questions assez simples. Hein. On a Hassan Bougrine qui nous demande comment peut-on être des entrepreneurs? Quelles sont les étapes à suivre et est-ce que vous pouvez nous donner des renseignements pour arriver à être entrepreneur? Une question toute simple, mais on n'y pense pas aussi dans un débat aussi poussé parfois. Qui veut répondre? Smaïl, peut-être? Moi je veux bien me lancer. Alors, pour être entrepreneur, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut essayer de réunir.
La première condition, c'est bien évidemment d'avoir une idée. Parce pour se lancer, il faut une idée. Et la meilleure façon d'obtenir cette idée est justement de pouvoir vivre soi-même un problème au quotidien en se disant, ben, tiens, peut-être que j'aurais voulu avoir quelque chose qui me règle ce problème. Et si on pense qu'on en est capable, il faut ensuite partager cette idée. Et surtout, ne pas se dire qu'on se lance, on fait des études de marché en se disant qu'un jour, on va avancer avec cette idée. Il faut le plus rapidement possible la partager autour de nous pour que des personnes puissent partager avec nous leur avis sur cette question. Ensuite, lorsque on est encouragé par notre environnement, il faut surtout tester l'idée. Alors, l'idée, ça ne veut pas forcément dire aller jusqu'au bout du projet, mais tester l'idée, ça veut tout simplement dire soit préparer un MVP, un minimum viable product, c'est-à-dire l'outil le plus simple possible pour le tester sur le marché, ou tout simplement faire un courriel ou un message ouvert à l'ensemble des potentiels utilisateurs pour leur dire, bon, voilà ce que je compte faire, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voulez que je vous contacte le jour où c'est prêt? Et donc, cette méthode qui consiste à aller très vite pour tester, itérer, améliorer, est pour moi les éléments de départ clés pour se lancer. Et si on arrive à réunir tout ça et qu'on se rend compte qu'il y a du frémissement, alors ne pas hésiter à faire ce qu'on appelle aller chercher du love money, c'est-à-dire chercher autour de nous des gens qui peuvent nous accompagner financièrement pour déposer sa démission, financer notre coût d'opportunité, c'est-à-dire notre vie de manière générale, le temps nécessaire que le projet prenne vie et qu'il puisse commencer à devenir rémunérateur. D'accord, on a une question d'un autre internaute, Oussama Piassi. Comment ce changement, donc en entreprise qui est souvent assez radical et qui n'est pas attendu forcément, est-ce qu'il peut être mené dans une entreprise où il y a beaucoup de rigidité, où la culture est assez rigide? Comment on peut combattre ça? Abla Ben Slimane peut-être? Oui, moi je serais contente à répondre à ça parce que avec la transformation qu'on est en train d'entreprendre maintenant, c'est très difficile de changer l'ADN et le fonctionnement d'une structure aussi ancienne ou grande et pouvoir changer la mentalité, tout simplement l'ADN de cette société pour pouvoir être beaucoup plus réactif. Et aujourd'hui, on est obligé d'être réactif et on est en train de changer de cap. Ça veut dire qu'il y a des moments de beaucoup d'incertitudes, il y a des moments où on va tout simplement se casser la gueule, il va falloir se relever et il faut que ça se fasse de manière rapide. Il y a un système qu'on a mis en place pour essayer de contourner un petit peu ça. C'est alors, normalement, quand il y a un projet qui doit être développé, il y a un business model qui est préparé, c'est beaucoup de théorie. Alors, ce qu'on a mis en place, ce qu'on appelle le fast forward, et j'aime beaucoup cette initiative, n'importe qui au sein de Philip Morris peut venir avec un projet qui s'appelle fast forward. C'est une idée. Comment la tester à petite échelle et si l'idée est bonne, votée plus ou moins par un certain nombre de personnes, il y a un coup d'essai. Pourquoi ne pas l'essayer? Et si ça ne marche pas à petite échelle, on passe à la prochaine idée. Si elle marche, on l'agrandit un peu plus. Et c'est une manière de pouvoir rendre ce système disons, très administratif, de le rendre beaucoup plus rapide et flexible, disons, plus agile. Alors, si je peux me permettre juste de compléter. Effectivement, par exemple, côté SAP, on rencontre pas mal de rigidité dans les entreprises où il y a un système d'information qui est complexe, une façon de faire qui est déjà traditionnelle, ainsi de suite. J'ajouterai juste un petit élément en remarque très pertinente de Mme Slimane, c'est que quand on veut mettre en place quelque chose de nouveau, il faut qu'on trouve du bénéfice pour tout le monde. Il faut qu'on trouve un élément qui apporte de la valeur ajoutée à la personne qui va avoir cette résistance ou cette rigidité. C'est-à-dire que, par exemple, je mets en place une transformation d'entreprise. Cette transformation, il faut que j'y pense en amont et il faut que je la vende en interne. Et quand j'arrive à la vendre, forcément, les gens, ils vont prendre. On a parlé, par exemple, tout à l'heure de la loyauté. Si je trouve un service supplémentaire, si je trouve quelque chose de plus convenable, forcément, ça va me convenir, quitte à changer de ma façon traditionnelle et quitte à aller à ma contre-nature de sortir de ma zone de confort pour faire quelque chose de nouveau. Je vais donner juste un petit exemple.
Quand on met en place un système d'information, par exemple, intelligent, intuitif, ainsi de suite, etc., ça peut apporter de la valeur à n'importe quel utilisateur métier à la fin. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont automatisées par défaut. Donc, ça va lui faire moins de tâches et activités manuelles et va se concentrer son temps sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Un financier, au lieu de lui demander de faire que de l'analyse, que de l'Excel, que du reporting, ainsi de suite, on va dire non, non, ça c'est fait par le système. Mais toi, j'ai besoin de toi pour que tu m'aides à réfléchir sur comment placer mes produits. Qu'est-ce que je vais dégager comme marge? Si je fais telle acquisition, telle fusion, qu'est-ce que ça va avoir sur mon PNL en fin d'année, ainsi de suite. Si j'arrive à vendre cette vision-là à un financier, il serait preneur et ça serait lui le porteur ou bien le messager ou bien l'avocat de ma transformation en interne dans l'entreprise. Donc, toujours trouver la valeur ajoutée par rapport à chaque transformation pour chaque acteur métier. Parfait. Il nous reste 5-6 minutes pour ce webinaire vraiment où il y a beaucoup d'idées. En fait, on aurait aimé poursuivre. Peut-être qu'il y aura une suite. C'est tellement intéressant. On a une question de nos confrères de Finance News pour Ismaël Belkhiat. Quels sont les 3 facteurs clés de réussite pour une stratégie basée sur l'innovation? Est-ce qu'il est nécessaire de changer les codes pour devenir innovant? Non, il n'est pas nécessaire de changer les codes pour devenir innovant. D'ailleurs, soyons clairs, hein, appelons un chat un chat. D'abord, au Maroc, il est extrêmement difficile de faire de l'innovation pour différentes raisons. D'abord, parce que l'écosystème existant ne le permet pas. Il est très dur de financer de l'innovation lorsqu'on est un start-upper ou dans un jeune groupe. Les ressources humaines sont certes très compétentes, mais ne sont pas toujours au niveau le plus évolué possible. Et souvent, lorsqu'on veut faire de l'innovation, on se rend compte que cette innovation a plus de chances de réussir à l'étranger plutôt qu'au Maroc. Et par conséquent, l'innovation, selon le paradigme marocain, est notamment la capacité à pouvoir adapter des idées et des projets qui fonctionnent bien à l'étranger au marché marocain. Et moi, j'en ai fait, si vous voulez, pendant plusieurs années, finalement, mon métier, puisque un seul outil.ma, ce n'est que la copie pâle et conforme de seloger.fr. Sauf qu'on l'a adapté aux besoins des samsara marocains qui sont un peu moins évolués que ceux des agents immobiliers structurés français. Un votre chauffeur.ma, ce n'est que la copie de chauffeurs privés qui existent en France. Sauf qu'on l'a adapté à des chauffeurs qui ne savent pas forcément lire et écrire plutôt qu'à des chauffeurs un peu plus évolués en France. Maintenant, le jour où on souhaite innover, notamment dans le monde de la start-up marocaine, il faut aller vers de l'innovation qui touche un secteur ou une problématique qui n'existe que dans les pays en voie de développement. Et Chéri en est un exemple, c'est-à-dire que la problématique de l'épicerie qui n'arrive pas à s'approvisionner existe dans des pays comme les nôtres, mais n'existe pas à l'étranger, en tout cas dans les pays développés. Et si elle existait dans les pays développés, elle aurait été réglée par des pays qui, eux, ont cet écosystème leur permettant d'innover plus rapidement. Donc, pour conclure, innover, ça ne veut pas toujours dire changer brutalement les codes d'un extrême à l'autre. Des fois, ça veut tout simplement dire copier, adapter et faire évoluer les choses de manière progressive, notamment lorsqu'on est face à un marché qui est le marché marocain, où le consommateur est souvent quelqu'un qui a besoin de temps et d'évoluer de manière progressive. Abdallah Ben Slimane, peut-être une réaction par rapport à cette question. Est-ce que vous partagez exactement ce qu'a dit Ismaël Belkhiat? Alors, transformer, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de l'évolution. Alors, effectivement, on est en train de transformer notre entreprise, mais c'est avec un meilleur produit, disons, qui crée moins de nocivité. Ça ne veut pas dire qu'on a complètement arrêté le tabac, c'est ce qu'on connaît le mieux. On connaît les besoins des consommateurs, on connaît leurs préférences, mais on connaît aussi la nocivité que ce produit ramène à la santé publique. Alors, comment est-ce qu'on peut innover, évoluer vers maintenir
un produit qui peut donner cette satisfaction au consommateur tout en réduisant les risques. Alors, cette transformation, c'est vraiment une évolution vers un avenir sans fumée parce que c'est ce qui réduit ce risque-là. Alors, c'est ça notre transformation, c'est une évolution vers un produit meilleur, disons. C'est pas complètement, on n'a pas arrêté carrément la production de produits de tabac. C'est juste un changement, c'est juste on veut arrêter de vendre des cigarettes. Voilà, mais le tabac, il reste toujours dans notre ADN. C'est une question qui revient souvent d'ailleurs, cette histoire de tabac par rapport à Philip Morris. Est-ce que vous pouvez répondre, c'est-à-dire encore une fois, cette question qui, je pense, qui est souvent posée, par rapport au tabac? Vous avez dit que vous allez changer, alors pourquoi vous continuez à vendre des cigarettes de tabac alors que vous faites une publicité pour dire que vous allez vers autre chose que la cigarette normale? Effectivement, alors tout simplement parce qu'on doit faire faire preuve de sens commercial, disons. Arrêter de vendre les cigarettes du jour au lendemain, ça n'a tout simplement pas de sens. Sans éduquer le consommateur, sans le sensibiliser, sans avoir la disponibilité de ces produits-là sur le marché, arrêter de vendre les cigarettes du jour au lendemain, le fumeur ne va pas arrêter de fumer parce qu'il ne trouve plus sa marque préférée. Il va tout simplement s'orienter vers un autre produit de tabac chez la concurrence. Alors, on ne va pas régler le problème du tabagisme. On va tout simplement créer un vide qui sera rapidement rempli par la concurrence. Alors, l'idée, c'est de faire cette transformation. Et c'est aujourd'hui aussi, il ne faut pas oublier que c'est grâce aux cigarettes qui ont soutenu et financé cette transformation jusqu'à aujourd'hui. Bon, comment je vais dire, c'est en créant l'efficacité, la responsabilité, en faisant preuve d'agilité de notre fonctionnement qui nous permettra d'orienter notre marché aujourd'hui de cigarettes vers des produits alternatifs. Une fois qu'ils sont à échelle, on pourra arrêter de vendre les cigarettes. On est en train d'aller dans la bonne direction. Je peux dire qu'en 2014, quand on a lancé le produit, c'était 0% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, ces produits alternatifs sont 20% de notre chiffre d'affaires global. Avant, ça existait dans 2 villes. On l'a lancé à Nagoya au Japon et en Italie à Milan. Aujourd'hui, ça existe dans 61 marchés. Et je pense que pendant qu'on est en train de marcher, c'est en train d'être lancé dans 2 autres marchés. Ça va très vite aujourd'hui. Et une fois qu'on peut être à échelle, c'est tout à fait normal. Après, on arrêtera de vendre les cigarettes. Mais avant de pouvoir faire ce changement-là, c'est juste impossible. Je peux donner un autre exemple. Dans les pays où les produits, on refuse de lancer ces produits-là, je peux donner l'exemple de l'Australie. L'Australie refuse des produits alternatifs, que ce soit la cigarette électronique, que ce soit le tabac chauffé. Mais les cigarettes qui sont la forme la plus nocive de consommer la nicotine sont vendues là-bas. Tant qu'on ne peut pas lancer nos produits alternatifs, on continuera à vendre des cigarettes dans ce pays-là. D'accord. Mohamed Ahzem, peut-être une réaction, peut-être le mot de la fin si on n'a pas d'autres questions. Je vois que quand même vos expériences sont assez différentes les uns des autres. Qu'est-ce qui vous différencie au sein de CAP Afrique par rapport à une entreprise comme Philip Morris, par rapport à une entreprise comme Cherry? Ce sont des mondes différents finalement. Oui. Alors, par rapport à Philip Morris, la première différence, elle est simple, c'est que c'est une industrie, alors que nous, on est éditeur de logiciels, qu'on a comme clients des entreprises comme Philip Morris et autres. Après, avec Sibel Khayat, on est plutôt plus ou moins dans la même démarche, dans le sens où on essaie d'aider les entreprises dans leur démarche d'aller vers le digital. Après, sur deux marchés bien évidemment différents. Peut-être un mot de la fin. L'expérience de enfin, ce qu'on a remarqué dans ce débat, et ça c'est très intéressant, c'est que chaque contexte est différent. Si on parle de Philip Morris, on va avoir des contraintes très très particulières parce qu'il y a la notion de la nicotine, parce qu'il y a la notion de est-ce que c'est bien pour la santé ou pas, ainsi de suite. On parlera d'une autre société, on verra par exemple que peut-être ce qui va nous accélérer la transformation digitale, aller vers l'innovation, c'est peut-être quelque chose d'autre. C'est peut-être la responsabilité environnementale ou sociétale. Peut-être que ça sera moins d'empreintes CO2. Peut-être que ça sera
Alors que quand on parle par exemple des commerces ou dans le retail, on parle de la disponibilité des produits au bon moment, on parle de la distribution. Donc chaque contexte est différent et chaque entreprise va avoir sa particularité. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est juste que pour aller vers l'innovation, vers la digitalisation, c'est comme pour aller vers l'entrepreneuriat, pour reprendre la question de l'internaute de tout à l'heure. Il faut oser faire le premier pas, il faut se lancer dans la réflexion et il faut se faire aider. Et pour ça, les entreprises marocaines et les entreprises d'une façon générale, elles peuvent se faire aider. Pas seulement pour acquérir une solution, pas seulement pour mettre en place une transformation, même en amont, dans la réflexion, dans le brainstorming. Parce qu'il y a pas mal de choses qui existent, il y a pas mal d'expériences qui peuvent être partagées, il y a pas mal de bonnes pratiques qui ont été implémentées par ailleurs, etc. On ne réinvente pas la roue. Donc, il y a des choses qui marchent pour n'importe quel secteur d'activité. Il y a des preuves, etc. Donc, il faut juste se lancer, mettre ça dans les priorités de l'entreprise pour ne pas être ce qu'on dit en anglais lagging behind, ne pas être derrière, mais être parmi plutôt les pionniers et avoir les meilleures parts du marché et se faire aider dans cette réflexion pour pouvoir aller dans ce sens. Une dernière question pour clore le débat pour vous trois. Est-ce que vous pensez que les entreprises qui ne vont pas innover, qui ne vont pas s'adapter, ne réussiront pas en 2021? En 2021, peut-être pas, mais le risque est grand sur le long terme. Sur le moyen terme et le long terme, moi, mon avis personnel, en tout cas, c'est que oui, si on n'innove pas, on serait facilement dépassé comme les Kodak, comme les Nokia, comme tous les autres acteurs qui n'ont pas pu suivre le rythme de l'innovation parce qu'à un certain moment, on se fera très, très rapidement dépassé par les nouveaux acteurs du marché. Ouais, je suis tout à fait d'accord. L'innovation existe partout. L'exemple de Kodak qui a été donné est très pertinent. Je confirme aussi, à l'exception de certains secteurs qui sont protégés par d'autres types de protection, il devient obligatoire de se digitaliser assez rapidement pour pouvoir survivre. C'est une question de survie et il faut s'adapter ou mourir. Très bien. Sur ces mots, je vous remercie tous les trois. Donc, Abla Slimane, directrice des affaires externes Maroc, Philippe Maurice, qui était avec nous, Mohamed Ahzem, directeur de la transformation SAP, Afrique francophone, et Ismaël Bouchiat, cofondateur de Cheri. C'était un webinaire organisé par Horizon Presse, les inspirations échos, les échos.ma, le site info, en partenariat avec Philippe Maurice sur la transformation des entreprises. Je remercie les internautes qui nous ont écoutés. Je remercie aussi les supports médias qui qui ont bien voulu nous écouter. Le 360, H24, Finance News, Challenge, Le Brief, les Inspirations Éco et Le Matin qui nous ont rejoints entre-temps. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir.